vous avez à l'écran le projet Hyperion, à gauche la photo virtuelle d'il y a maintenant presque 5 ans, et à droite la photo de la tour. Alors il manque que les arbres, mais sinon on est quand même globalement assez fidèle à l'image qui avait été vendue. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer la tour Hyperion sous le prisme du feu. Donc voici notre sommaire, hein, la tour Hyperion. On va parler de mixité, de visibilité du bois, des façades, des balcons avec la problématique R90 et puis du parking. Et je vais sans doute commencer par là pour expliquer comment fonctionne la tour. Alors, déjà, il faut savoir qu'on s'inscrit donc c'est un appel d'offres qui a été lancé par Euratlantique sur une parcelle qui est relativement petite, hein, puisque la surface du projet, c'était 17 000 m², et la parcelle, je me souviens plus, Ludwig, mais je crois que c'était 4 000, je crois, de 4 mémoire. 000, ouais, ouais, ouais. Donc une parcelle relativement petite pour autant de surface de projet déployé, avec une intégration nécessaire de 151 places minimales de parking. Donc, un objet très compact, on va dire. Et dans l'appel d'offres, il était demandé qu'une tour en bois soit réalisée. Donc, c'est un élément sur lequel j'insiste un petit peu parce que les bâtiments A, B, C, E ne sont pas en bois. Et alors, le but ici aujourd'hui, c'est de parler de feu, mais on va quand même parler d'un tout petit peu d'argent. Et à cet endroit, plus précisément, je pense que la tour bâtiment D, nous n'aurions pas réussi à la faire si elle n'avait pas été rééquilibrée par les autres bâtiments dans un volume, dans un raisonnement global de prix. Donc ça, c'est important quand même à souligner. Vous voyez qu'on est le long de la voie du tramway. Et puis, donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur la tour. Donc, la tour est un R+19, 98 logements. Les autres bâtiments sont évidemment plus bas, vous l'avez vu sur la photo, et on tourne autour du R+8, R+9. Le bâtiment E est un bâtiment de bureau tout en béton. Donc, voilà pour le contexte. Le concours a été lancé par Euratlantique en juillet 2015 et nous avons été lauréats officiellement. Alors, on l'a su bien évidemment avant, mais officiellement, les résultats et la transmission ont été actés en juin 2016. Donc, vous voyez, ça a mis un certain temps en termes de gestation pour finaliser avec l'aménageur le programme. Et nous, on a déposé le PC en 2018. Alors pourquoi je vous rappelle ça? Parce que la vérité de 2015, on commence nous réellement les études courant 2016. La vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de 2016. Et ça, c'est vraiment important que vous preniez en compte, en particulier sur le sujet du feu. Et je sais que vous avez beaucoup œuvré depuis 2016 sur le sujet. Nous, quand on démarre la tour, on vient de sortir la tour Sensation et c'est à peu près la seule chose qu'on maîtrise bien sur les tours de bois en hauteur. Alors, on va évidemment rebondir sur Sensation et vous allez le voir, mais on fera un point à la fin pour voir quelles sont les différences fondamentales que on a par exemple par rapport au village des athlètes, et puis ce qu'on a peut-être raté, et puis ce qu'on aurait peut-être pu améliorer si on avait les connaissances actuelles. Le permis de construire est déposé en 2018. Je précise que dans ce projet, on a un ATEX sur les façades qu'on va vous présenter tout à l'heure. On a présenté le permis de construire avec l'ATEX obtenu, ce qui était quand même un élément non négligeable de la partie R&D qu'on a faite sur la tour. Et cet ATEX, on l'a commencé quasiment presque un an avant. Démarrage des travaux mars 2019. Après, ça va assez vite, hein, puisque on est capable de monter un étage par semaine, donc avec toute la finition extérieure incluse, hein, puisqu'on est hors dehors d'air toutes les semaines par étage.
Et on est en décembre 2020, l'immeuble de bureau à côté est livré, et en décembre 2020, le bâtiment est hors d'eau, hors d'air, et il est en cours de finition pour une livraison des logements au mois de mai, c'est-à-dire dans quelques mois. Alors malheureusement, le Covid est passé par là et on a fait relativement peu de visites, même si ça reste un bâtiment très visité, on en a fait beaucoup moins que ce qu'on pensait. Ça n'a pas empêché le programme d'être à l'honneur par rapport au BIM en particulier, parce qu'on est sur un projet qui est entièrement BIMé dès le départ, hein. Je dirais que toute la logistique BIM était verrouillée, alors 6 mois après le dépôt du PC, et globalement n'a pas été fondamentalement modifiée. Une particularité par rapport au BIM sur ce projet, c'est que nous avons intégré, c'est pour ça qu'on a été BIM d'or en 2019, nous avons intégré la donnée environnementale dans le BIM. C'est-à-dire que bon, chaque objet a ses propres données, mais en plus, on lui a incorporé la donnée carbone. Et donc, ça c'est assez intéressant et qui a été salué pour l'obtention d'un BIM d'or. La mixité. Alors, la question de fond, c'est est-ce qu'on parle d'un bâtiment en bois ou est-ce qu'on parle d'un bâtiment mixte? Le noyau est en béton. Alors, un gros noyau, et vous allez voir pourquoi, et c'est un vrai lien avec le feu, hein, et puis c'est une vraie volonté, puisque dès le début, on était comme ça. Un noyau en béton assez massif, les planchers en bois CLT, les poutres, donc tout ce qui va être horizontal en fait, est en bois, et la verticalité, les verticales extérieures, périphériques, hein, puisque entre les deux il n'y a pas de poteau intermédiaire, sont en acier, parce que répondant à des problématiques d'effort de charge, enfin d'effort de vent, et puis aussi des déformés liés au balcon. Alors, on n'a pas trop insisté sur ce volet-là, puisque c'est pas l'objet de notre présentation, mais sachez quand même qu'on a des balcons qui sont extrêmement profonds. Il y en a certains qui sont à plus de 3,50 m et qui entraînent dans la structure des mouvements liés à l'oscillation des balcons, puisqu'ils sont tous en console, et ça c'est extrêmement important à prendre en compte, puisque on travaille directement sur la verticalité à cause des balcons en torsion, enfin on va faire travailler les poteaux plutôt en flexion. Si on les avait laissés en bois, on était en bois brut, on était sur des volumes dans les étages bas qui pouvaient atteindre le 1 mètre par 1 mètre, donc on a très vite abandonné la solution pour aller chercher de l'hybridation où on fait travailler le bois en compression et l'acier en flexion, qui reprend donc la console. Et puis même dans certains cas, dans les parties les plus basses, on est 100% acier parce qu'il y a trop d'efforts qui sont renvoyés dans ces poteaux. Alors, on voit en bas à droite, les 3 premiers niveaux correspondent en fait au parking, puisqu'on est sur la zone de Bordeaux, où en particulier à cet endroit, on pratique pas ou peu le parking enterré. On est surtout sur des parkings aériens. Donc, les 3 premiers niveaux correspondent à les étages de parking. Là aussi, ça va avoir un impact sur le feu, enfin sur le traitement du feu non négligeable. Et là aussi, on va l'aborder après. La visibilité du bois. Alors, donc, bien évidemment, comme vous savez, quand on aborde un sujet comme celui d'une tour en bois, le premier sujet de promoteur, c'est où est-ce qu'on va voir le bois apparent. Donc, 3 solutions que vous connaissez, les balcons apparents, enfin la sous-face des balcons apparents, le bois à l'intérieur apparent, et puis éventuellement la transparence de façade au travers, donc où on voit le bois au travers d'un vitrage qui sert de façade. C'est le parti qu'a pris la tour Silva, qui a gagné, qui est coloréate avec nous, donc qui normalement sera construite, si tout se passe bien pour eux,
en face de la tour Hyperion, de l'autre côté de la route que vous voyez sur la droite. Eux, ils ont pris le parti de la transparence. Nous, très rapidement, on a décidé de cacher le bois. Donc, je vous rappelle, on est en 2016. Hein. Maintenant, on se poserait même plus du tout la question, mais à l'époque, on se posait la question. Et on décide de tout cacher parce qu'on pressent bien qu'on va avoir un problème de tenue au feu, de propagation et puis même du ruine du bâtiment dans un endroit qui est extrêmement concentré. Donc, on décide de tout cacher à l'intérieur. Et au final, le bois, on le voit, puisqu'on a des balcons assez conséquents en console, on le voit sous les consoles, en fait sous les balcons en extérieur. Alors, quand vous êtes au pied de la tour, effectivement, on voit énormément de bois. Quand vous êtes un peu plus loin, comme la photo que vous avez actuellement à l'écran, on voit relativement peu. Donc ça, c'est un point important. Alors, pourquoi on a été amené à cacher le bois? En fait, c'est le fameux essai que vous connaissez pour certains, et l'essai Les Pires 2 que nous avions réalisé pour la Tour Sensation, en avril 2018, où on fait un essai avec, pour tester une façade, un Les Pires 2, et on laisse le CLT apparent à l'intérieur de l'appartement pour voir le comportement. Et là, on s'aperçoit que le feu, non seulement n'est pas auto-extinguible, mais qu'en fait, il dure très longtemps, puisque au bout de 120 minutes, là, vous avez la courbe qui est tout à fait significative. C'est l'intitulé Les Pierres 2 du 12 avril, où vous voyez que la température est toujours constante et oscille entre 1000 et 800 degrés de température, et ce pendant 120 minutes. Les gens partent manger, ils reviennent et le feu est reparti parce qu'en fait, ça s'est délaminé. La première couche est délaminée et puis c'est reparti. Donc, nous, quand on fait la tour Hyperion, on va s'affranchir de ce problème-là en décidant de protéger 1 heure, enfin 1 heure et demie, l'ensemble du CLT. Et on décide donc à cette époque, puisque de toute façon, pour l'acoustique, puisqu'on a décidé de cacher acoustiquement, on va avoir un masse-ressort-masse avec le CLT qui est pris en sandwich. On va avoir le ressort qui va être fait par une laine de verre, et puis nous, assez naïvement peut-être, on dit à ce moment-là, on va remonter la laine de roche qui servira toujours de ressort, mais en même temps, elle servira de protection au feu, parce que on voudrait éviter d'aller mettre 3 plaques de BA18 pour faire 1 heure et demie. Et puis, on se dit, c'est quand même mieux d'avoir des matériaux qui ont une double fonction. Et puis, on ne sait pas, comme ce sont des appartements qui sont en acquisition, on ne sait pas comment, dans le temps, les appartements vont vivre. Et si un utilisateur, alors peut-être pas le premier, mais à qui on va donner des consignes, mais le second, celui qui achètera au premier, lui, on aura la perte de la consigne. Et donc, la question, c'est comment se prémunir d'une éventuelle percée de ce plafond par ce second acquéreur. Le plus simple, c'est d'aller protéger le CLT directement sur sa surface, tout en laissant apparaître pour l'utilisateur une couche sacrificielle. Et ça, ce principe-là, on va le retrouver tant sur les planchers que sur les verticaux, où l'ossature est autoprotégée, mais devant, on a une couche de BA13 ou de BA18, ça dépend de l'acoustique, qui est sacrificielle du point de vue du feu. Voilà. Ça, on retrouve ça systématiquement. Par contre, se pose alors une question, et ça, ça a été le fruit d'une réflexion menée avec Effectis, qui est de dire, oui, mais alors, on va peut-être quand même faire un essai de protection, de la tenue de la protection de la laine de roche sur le CLT pour savoir si on sera bien couplé 1 heure et demie. Et donc, on fait cet essai, et là, aux surprises,
derrière, entre la laine de roche et le CLT, on atteint les températures de combustion. Donc, ça veut dire qu'on a un vrai potentiel, un vrai risque de feu couvant après intervention des pompiers. Et donc là, on retourne dans les sujets liés à la ruine, etc. Et en fait, donc cet essai-là nous amène à penser que la laine de roche n'est pas le bon produit et qu'il vaudrait mieux floquer. Et on repasse des tests avec le flocage et là, ça marche. Au bout d'1 heure et demie, on est largement en dessous de la température de combustion. Le bois est bien protégé et il n'y aura pas propagation et il n'y aura pas de feu courant. Il me semble qu'il nous fallait pratiquement 300 mm de laine de roche pour l'équivalent de 70 mm de flocage. Ouais, Quand on a fait les essais là. ce qui n'était pas bien raisonnable. Pendant le feu, la laine de roche absorbe la chaleur et bien sûr la restitue dans les deux sens. Et c'est bien ça le problème de la laine de roche quand elle est collée sur le CLT. Donc on bascule en flocage, on refait des essais et là ça fonctionne. Donc là, on a vraiment nos planchers protégés, coupe-feu 1 heure, et puis en dessous, avec un espace, on est entre 10 et 15 cm, on a notre fameuse couche sacrificielle. Alors au départ, on était en BA13, et après pour des raisons acoustiques et de confort acoustique qui vont très largement au-dessus de la norme, puisqu'on travaille les basses fréquences entre 50 et 200 Hertz. En faisant le test de la base japonaise, enfin, on a vraiment blindé l'acoustique. On finit avec 2 couches de BA13 pour le confort, pour un super confort. Voilà. On aurait très bien pu ne mettre qu'une BA13, on aurait été au-dessus de la norme en acoustique, mais on n'était pas optimal. En mettant 2 BA13, on est parfaitement optimal. Donc ça, c'est un premier élément feu qui est important parce que c'est probablement la grande déception des visiteurs quand ils visitent la tour Hyperion. Alors pour l'instant, il y a le dernier étage qui est encore visible en bois parce qu'on l'a laissé volontairement visible, mais tout arrive à être fermé puisqu'il va bien falloir finir le dernier étage lui aussi. Et là, on voit plus le bois en fait, tout est caché. Et là, vous avez donc le complexe. Là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez ma mire, je vais essayer de mettre le petit pointeur laser. Voilà. Donc ici, vous avez la couche de BA13 sacrificielle. Donc, je vous ai dit, il y en a 2. On se retrouve avec 210 mm de vide qui nous permettent de passer de la tuyauterie. Mais on était très large en hauteur sous plafond, donc on en profite bien, ce qui nous permet d'améliorer très nettement l'acoustique. Le fameux, comment dirais-je, flocage, qui vient donc à même le CLT que vous retrouvez ici. Et puis par-dessous, on se retrouve avec un résilient acoustique pour les bruits solidiens, la chape et puis après les revêtements de finition. Voilà. Pour un complexe qui est quand même relativement épais, puisqu'on est à 550. En même temps, la jauge du PLU nous permettait de le faire, donc pourquoi ne pas le faire? C'est pas les quelques centimètres, on aurait effectivement pu peut-être gagner en tout sur l'ensemble du projet 3 mètres à peu près, mais c'était pas à la hauteur de l'ambition du projet. On a de très belles hauteurs sous plafond également, ce qui rend la commercialisation plus aisée. On va passer à la façade et je crois que c'est à toi, Ludwig, maintenant. Je pensais parler des balcons, mais oui, je peux parler. Comme tu veux, comme tu veux. Alors, en partie basse, là, on vous a mis un petit peu l'avancée de notre projet, mais au regard de l'évolution de la réglementation, donc en même temps qu'on avance, pour recadrer tout ça dans le temps et par rapport à la connaissance du moment. Donc l'IT 249 modifié, on l'a au mois de, ça fait partie de nos éléments d'entrée lorsqu'on gagne l'affaire. Mais le 14-06-2017, on a l'incendie de Greenfeld
qui pose vraiment un vrai problème pour nous quand on lance les études quasiment en même temps, hein. On est à peu près dans les mêmes périodes. Autant vous dire que quand on a vu ça à la télé, waouh, on s'est dit, attention les gars, on venait de rater on avait raté. Alors après raté, c'est toujours verre à moitié plein, verre à moitié vide. On avait raté sensation par rapport à la façade, mais qu'est-ce qu'on a appris sur cet essai? Et puis là, on voit Greenfeld et là, on se dit, waouh, là, faut qu'on fasse très très attention parce que vous imaginez la photo sur BFM TV avec la tour Hyperion et puis le logo Eiffage, c'est pas très bon pour le moral ni pour le cours de bourse. Donc, soyons extrêmement vigilants sur l'hypermob. Et en fait, l'hypermob aujourd'hui, hypermob, c'est le premier FOB, donc façade ossature bois, avant que le DTU 31.4 n'apparaisse en début d'année dernière. Donc nous, on est 2 ans, 3 ans plus tôt. Euh, on est obligé de mener un ATEX pour faire une façade à ossature bois qui monte donc jusqu'à 50 mètres. Et là, clairement, elle répond parfaitement aujourd'hui au décret du 07-08-2019 qui est sorti 2 ans, au moins 1 an et demi plus tôt. Au moment où on présente la texte, on est déjà conforme au décret. Donc, on est à 2S1 des 0 partout. On traite les lames d'air comme il faut. On a un matériau de finition qui est du Rockpanel qui lui aussi est incombustible. On a toutes les bavettes à tous les étages, tout bien comme il faut. Donc un produit façade à ossature bois qui est blindé du point de vue du feu. Là, je vous laisse la coupe. Donc là, vous avez ici le panneau de finition extérieure qui est donc du Rockpanel. Après, forcément, on est obligé d'avoir un espace de respiration. Pharmacell, 15 mm des deux côtés, laine de roche à l'intérieur. Un produit qui va être entièrement fini en atelier, donc qui arrive avec son ouverture, le parement extérieur, et puis le BA13, le Pharmacell intérieur avec son pare-vapeur. Tout ça fini d'usine, et c'est la raison pour laquelle on arrive à tenir la cadence hors d'eau, hors d'air, un étage par semaine. On présente latex. Alors, je ne me souviens plus très bien de la période, mais en tout cas, on l'a juste avant de déposer le PC. Sur ce sujet-là, du point de vue du feu, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Comme pour le plafond, on a fait le raisonnement de se dire on va pas compter sur le doublage pour la Oui, protection feu intérieur, et donc on confère à la façade intrinsèquement les bonnes propriétés feu, quoi. Le c'est coupe-feu ça. 1 heure vers l'extérieur et le une demi-heure vers l'intérieur, indépendamment du doublage, quoi qu'il arrive au doublage dans la vie du bâtiment, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que sur le schéma, on aurait pu rajouter devant, il y a un rail avec le BA13 alors on est sur une zone acoustique relativement faible. Comme on est en relais par rapport au tramway, les autres bâtiments font effet écran. Et en fait, je crois qu'on a du BA13 partout quasiment. Il n'y a pas besoin d'atténuation acoustique supérieure à celle que peut apporter un BA13 en plus de ce qu'apporte le mur ossature bois. Mais ça reste une couche sacrificielle. Donc n'importe quel acquéreur peut faire un trou dedans. Ça ne changera rien à l'unité feu de l'ouvrage. Alors ça, donc c'est ce que je viens de vous exprimer, hein. On a repris ici les termes du décret du 7 août 2019. Et puis ici, vous avez donc la vérification qui est faite par Effectis. Et puis donc l'aval du point de vue du feu qui est obtenu. On est en tout point conforme au décret. Les balcons, un vrai sujet de fond. Ok, donc je prends le relais. Donc ces balcons sur Hyperion, là, ça a été un vrai sujet dès le début, hein. On savait pas comment on allait faire quand on gagne le concours pour réaliser des porte-à-faux sur une structure bois.
Donc ça nous a occupé mais pendant les 2 ans et demi d'études que vous a présenté Jacques au démarrage. Et ça a continué d'évoluer même pendant l'exécution. Ça a été des ouvrages complexes et qui ont mis du temps à aboutir. D'autant plus qu'on les voulait mais préfabriquer au maximum. Donc on est vraiment allé au bout de la démarche à l'aide du BIM pour les concevoir, pour ensuite les mettre en fabrication, pour les assembler et pour les poser sur le chantier. Donc les éléments de balcon arrivaient entièrement finis avec les garde-corps, avec le platelage. En fait, on avait juste laissé deux lames de platelage déposées sur le dessus pour pouvoir aller boulonner sur les consoles. Et on avait laissé juste au droit des consoles, on avait retiré la sous-face pour pouvoir poser le balcon. Donc voilà, on avait 140 éléments qu'on a posés en pratiquement 2 mois. Et après, hors cycle, on a posé les grands balcons là que vous voyez sur la perce, initialement. Donc des grandes terrasses de 30 mètres carrés là qui étaient composées de 2 éléments et qui venaient reposer sur des poutres partiellement en console puisqu'elles étaient retenues à mi-chemin par des bracons. Voilà, ici, ces balcons-là. Donc là, sur les photos qu'on avait sur la diapo, ouais, donc la photo du milieu, c'était notre essai quand on a fait le prototype. Et les photos de gauche et de droite, là, c'est des... Non, à droite, c'est également du proto, et à gauche, c'est un balcon définitif tout en haut de la tour, là, au 16e étage. On les a posés en descendant, ces balcons, pour garder le rythme dont parlait Jacques tout à l'heure, là, d'avoir de fermer un étage par semaine et pour pouvoir enchaîner les corps d'état directement à l'intérieur. Donc on a développé un outil spécifique là, une sorte de palan pour pouvoir poser ces balcons en redescendant. Et puis ce qui nous permettait de démonter l'échafaudage à mesure. Voilà. L'échafaudage qui nous a aidé à poser les balcons et qui nous permettait également de rapporter les petits éléments de sous-face dont je parlais tout à l'heure au droit des consoles. Alors, du point de vue du feu, Donc, du point de vue du feu, on a réalisé très tôt avec Effectis donc une modélisation de feu de façade pour voir l'incidence d'un incendie sur la stabilité des balcons. On s'était imaginé au tout début de s'inspirer du guidrage et de se dire si on arrive à développer des consoles à structure indépendante, on pourra les faire stables une demi-heure. Après, on s'est évidemment vite fait rattraper par l'IT 249. On avait besoin de ces balcons dans le C plus D, donc il fallait qu'ils soient au moins par flamme 1 heure et donc qu'ils soient également stables 1 heure pour pouvoir tenir ce pare-flamme. Et ensuite, avec l'aval de Socotec et l'avis de Socotec, on a décidé pour limiter le risque pendant la période d'intervention des pompiers, là, donc sur ce 4e famille de 1 h 30, de prolonger la stabilité de ces balcons jusqu'à 1 h 30. Donc il a fallu faire la démonstration que les balcons tenaient pour le C plus D pendant 1 heure et après tenaient une demi-heure de plus sans se décrocher de la façade. Donc une fois qu'on a eu fait cette modélisation de feu, on a tout de suite mis en place avec Effectis un avis de chantier pour suivre la conception de ces balcons et s'assurer qu'ils respectent les règles de stabilité qu'on s'était données, donc le R90 et le E60. On en est arrivé, je crois, à l'indice M, si je dis pas de bêtises, de cet avis de chantier. Donc il a vécu de 2017 à très récemment, jusqu'à 2020, là, pour justement suivre et sécuriser la conception et l'exécution de ces balcons. donc en fait, on a une stabilité parfaite de 90 minutes partout, en fait. C'est ça.
Alors, on continue. Alors là, sur cette diapo, donc on voit les différents types de poteaux que l'on a réalisés. Donc celui qui est tout à droite, des poteaux entièrement métalliques, plutôt sur le bas de la tour, qu'on n'a pas pu réaliser en version hybride, puisqu'on avait besoin de bois LVL et la vie technique du LVL pour le recollage était échue en 2018, au moment où on allait lancer en fabrication ces poteaux. Donc c'est pour ça qu'on les a fait métalliques sur la partie inférieure de la tour. Ensuite, en arrivant en haut, on les a réalisés tels que on les avait conçus avec Terrel puis CETEC. Donc sur ces poteaux hybrides où on a un pendule métallique qui est intégré à ce double poteau bois et qui permet de transformer le moment de la console en traction-compression à la fois dans les planchers supérieurs et inférieurs et en compression dans les deux mois en bois. Le fait d'avoir poussé jusqu'à 90 minutes la stabilité de ces balcons, ça nous a amené devant pas une incohérence, mais un vide, en tout cas réglementaire, puisque l'IT 249 nous parle du C+D là sur 1 heure. Donc on avait fait le nécessaire pour la façade pour qu'elle tienne pendant 1 heure, mais quid de ce qui se passe entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc on a supposé qu'il y avait plus de façade au bout d'1 heure et il a fallu justifier la face extérieure des poteaux à chaud, donc pour s'assurer de la stabilité des balcons jusqu'à 90 minutes. Et en fait, oui, un autre point important, là, le seul bois visible dont parlait Jacques tout à l'heure, là, qu'on a sur la sous-face des balcons, en fait, cette sous-face des balcons en panneau 3 plis, là, participe à la protection des balcons, puisque en fait, elle retarde l'incendie et la montée en température sur la plaque de BA18 qui est cachée derrière ces sous-faces. Donc, le seul bois visible sur Hyperion, qui est ces sous-faces-là, participe néanmoins à la stabilité des balcons. Et ça, on en a fait la démonstration avec Effectis, avec la modélisation de façade. Les parkings. Sur les parkings, donc quand on dépose le permis en 2017, on est donc sur une situation tout à fait classique. On a deux façades, deux voies échelles pour deux façades accessibles de la tour. Et après, Jacques, tu peux passer à la suivante. Ouais. Donc là, voilà, on a pris l'option, ce que disait Jacques tout à l'heure, là, d'avoir un noyau complètement incombustible en béton armé, où on sécurise à la fois les circulations verticales, les circulations qui sont incombustibles de fait, puisque entièrement en béton, les portes palières sont donc intégrées à ce noyau. Et on a le système classique de désenfumage pour les bâtiments de 4e famille, là, avec la surpression de l'escalier et le sas sinistré qui est également surpressé pour faire l'année d'air frais dans la circulation, avec une VH positionnée de part et d'autre là, pour aspirer les fumées. On a évidemment la collante sèche. Ouais. Qui explique la taille importante du noyau. Ouais, en proportion, le noyau représente 17% de la surface totale du plateau, quoi. On en avait besoin, mais pour cette notion de sécurité incendie, on en avait également besoin pour les notions mécaniques, pour la reprise des efforts de vent et des efforts sismiques auxquels sont soumis la tour. Ensuite, on a interrogé le ministère pendant l'instruction du permis. Et on a reçu un courrier donc le 5 mars 2018, là, en plein milieu, enfin, juste avant l'obtention du permis, qui nous conseillait vivement, conformément à ce qui se fait dans les IGH, de procéder à, enfin, d'avoir une barrière physique coupe-feu 4 heures
entre le parking et les logements de la tour, puisqu'on avait prévu initialement d'être uniquement sur 2 heures. Donc on s'est exécuté pour rendre ce mur coupe-feu 4 heures. Ça nous a valu un peu de déboire puisque en fait, ce qui tenait pas 4 heures, c'était la rampe qui est accrochée à ce mur-là, mais dont on avait besoin, sinon le voile était trop grand et promettait de flamber en cas d'incendie. Donc il a fallu également stabiliser pendant 4 heures les éléments de rampe, voilà, qui s'accrochent sur ce mur qui est devenu 4 heures. Et ensuite, on a eu donc là, le chantier était largement démarré puisqu'on est en mai 2019. Le chantier, les fondations ont démarré en février 2019. Donc voilà, tout est lancé. Et il y a eu un incendie important sur un parking enterré à Bordeaux, là, le parking des Salinières. Et donc, suite à ça, la commission consultative départementale de sécurité là, a fait des recommandations lors de sa réunion du 23 septembre qui demande de sprinkler les parkings sous certaines conditions. Mais on se rend compte que avec notamment la norme UTE C15 722 là, qui nous oblige à prévoir l'électrification de 75% des places de parking dans les parkings résidentiels, on y est tout le temps soumis. Et donc, on a décidé également de sprinkler l'ensemble du parking d'Hyperion. Ça a été assez compliqué puisque pour intégrer la bâche à eau sous la rampe, justement, on a été obligé de faire des reprises en sous-œuvre pour reprendre les poussées d'eau et le poids de la bâche à eau. Voilà. En guise de conclusion, on s'est prêté à l'exercice là de comparer justement les préconisations de la même commission qui s'est réunie là le jeudi 15 octobre de l'année dernière et qui traite justement des dispositions pour les constructions de bâtiments en bois supérieurs à 8 mètres. Donc il y a un petit tableau dans ce document et qui recommande donc pour les escaliers d'avoir des escaliers protégés en matériaux incombustibles, ce qui est notre cas sur la tour, d'avoir des circulations horizontales avec écran de protection. Donc là, on est encore mieux sur Hyperion puisqu'on est entièrement en béton, ce qui permet de sanctuariser les escaliers et les circulations horizontales. Pour les éléments combustibles laissés apparents, bon, on n'avait pas le cas sur Hyperion. On a parlé que des sous-faces tout à l'heure, qui ont une autre fonction, des sous-faces de balcon. Donc on n'était pas dans ce cas-là puisqu'on a protégé l'intégralité des bois structurels avec le flocage en plafond. Dans ce même document, donc il traite le cas des bâtiments de troisième famille ou des ERP inférieurs à 28 mètres. Où il est indiqué effectivement là de procéder à des modélisations si on est dans un système constructif poteau-poutre par exemple, pour s'assurer que le bois qui est éventuellement laissé visible ne modifie pas le déroulé de l'incendie. Donc ça, c'est ce qui a été fait, ce qui a été démontré par exemple pour le village des athlètes. Par contre, quand on s'attache à la quatrième famille, dans ces mêmes recommandations, on trouve que donc il faudrait que le bois soit entièrement protégé passivement, ce qui est notre cas sur Hyperion, et que on installe du sprinklage sur l'ensemble du bâtiment. Alors ça pose évidemment la question d'une part de l'acceptabilité de systèmes de sprinklage dans des logements et d'autre part de la pérennité du bois si le jour où il y a un problème, le jour où l'installation de sprinklage fonctionne, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Comment
comment procède-t-on pour remplacer les éléments bois qui ont subi l'extinction à eau, quoi. Et donc, quelque part, c'est une forme de débat qu'on vous ouvre, parce que donc c'est là la grande différence qu'on a entre le Hyperion de 2015 et celui qu'on devrait faire aujourd'hui, si on se conformait à cette note. Effectivement, on n'a pas de sprinklage dans les appartements.